Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guiraud, c'est Boris Faure. C'est un phénomène qui touche Moissac, Marmande, Lannion, Ambert, Givors, Bastia ou encore Draguignan. Ce phénomène, la fermeture ou la réduction drastique des services d'urgence des hôpitaux. Un phénomène qui pose problème puisque pour les habitants de ces villes, les urgences se trouvent parfois à près ou plus d'une heure de leur domicile. Un phénomène qui pose question dans le pays qui avait le meilleur système de santé du monde il y a 30 ans. On parle pour justifier de ces mesures de la pénurie de médecins, mais ce n'est certainement pas la seule cause, d'où notre grand débat. Menace des fermetures des urgences des petits hôpitaux, est-ce la conséquence du manque de médecins? Et vous êtes 71% à dire oui sur Twitter avec nous. Mickaël Cerruti, animateur du collectif Hôpital Urgence. Mickaël Cerruti, bonsoir. Ouais, Michel Cerruti, pardon. Michel Cerruti, voilà, excusez-moi. Oui, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, première question, qu'est devenu Bonsoir. Qu'est devenu le meilleur système de santé du monde? Mais le meilleur système de santé du monde, il a été amputé depuis des décennies par des politiques qui ont poussé à l'austérité dans les hôpitaux. La part des dépenses pour l'hôpital sur le budget de la Sécu, il est passé de 50% à 30% en 30 ans. C'est-à-dire qu'il a été réduit près de moitié. Et donc, avec la baisse du nombre de médecins, avec le numerus clausus, progressivement, et les besoins progressant, on s'est retrouvé dans une situation de crise et maintenant on est obligé de gérer des situations de crise. Lydia Guiraud. Ce que je sais des hôpitaux, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de mal à recruter, que ce soit des médecins, mais également des infirmières, des aides-soignantes, et ça pose de véritables problèmes, que ce soit en province, mais également à Paris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour les médecins, il y a la question du numerus clausus. Je crois qu'il y a aussi des agences qui font venir des médecins de l'étranger. Mais les infirmières, comment les hôpitaux peuvent attirer des infirmières alors que la grille de salaire est quand même pas terrible et qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre? Sur notre territoire, dans le Marmandais, on s'est mobilisé sur le territoire toutes les semaines devant l'hôpital de Marmande pour, proposer une coopération avec les médecins privés du territoire, les médecins libéraux, de manière à soulager les urgences en travaillant, en mettant une maison médicale de garde au sein de l'hôpital pour réguler un petit peu les urgences lourdes dans le secteur d'urgences lourdes et les petites urgences vers le secteur des médecins dans la maison médicale de garde. Ça, c'est dans l'immédiat. Mais concrètement, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Par exemple, il y a des praticiens hospitaliers qui sont d'accord avec une petite formation pour aller dans les urgences, par exemple. Des infirmières qui peuvent aussi avoir, avec une petite formation, un glissement de compétences qui allège le travail des médecins. Il y a tout un tas de dispositifs. Ensuite, les internes. Quand chez nous, il n'y a plus de médecins urgentistes titulaires, il n'y a plus également d'internes. Donc, il faut aussi encourager les internes à venir dans les territoires ruraux, par exemple, en augmentant leur contribution dans des endroits sous-dotés, puisque un interne, il a, je ne sais pas combien, 300 ou 400 euros par mois. C'est pas ça, c'est pas avec ça qu'on va attirer des internes. Voilà. Il y a des incitations financières où il faudrait discuter dans les écoles de médecins, où on pourrait inciter les jeunes médecins à s'installer pendant quelques années dans des centres de santé, à étudier sur le territoire sous-doté, avec évidemment une rémunération conséquente. Pareil pour les médecins libéraux, qui sont évidemment, il y a la démographie médicale, il y a la crise, mais on est en situation d'urgence de l'urgence. Donc, il y a ça. Et d'autre part, l'État... on doit interpeller l'État pour un véritable grand plan d'urgence, parce que vous venez de dire tout à l'heure là que ça craque de partout. Ça craque de partout. Hier, à FR3, le directeur régional de l'ARS, il dit « Bon, mais aujourd'hui c'est Marmande, hier c'était ailleurs ». On ne peut pas s'amuser comme ça sur toutes les régions de France à jongler. C'est la vie de gens qui est en jeu. Et à mon avis, le gouvernement, le président, du quoi qu'il en coûte,
Et il a mis en place un plan pour l'aéronautique dans notre région. C'est intéressant, mais il faut un grand plan pour l'hôpital, de manière à financer tout cela. Et on peut le faire de suite. À Marmande, par exemple, il y a un déficit de 3 millions par an. Or, la taxe sur la masse salariale que prélève l'État, c'est 3 185 000. La TVA annuelle sur les investissements, c'est 3 millions. Avec 6 millions, il faudrait que l'État annule ce prélèvement et on aurait 6 millions pour financer ces dispositifs locaux. Ce sont des mesures concrètes immédiates. Philippe Bilger. Michel Serruti, est-ce que vous ne croyez pas que non seulement le pouvoir central ne résiste pas à cette déplorable évolution de la désertification, mais est-ce qu'il la, d'une certaine manière, il la facilite pas? Et d'autre part, est-ce que vous ne croyez pas aussi que ce que vous dénoncez à juste titre peut venir du fait que les médecins dans ces régions ont un souci de la qualité de la vie qui peut-être justifie qu'on ne trouve plus beaucoup de membres professionnels dans les urgences ou ailleurs? Oui, d'abord, évidemment, c'est le résultat, je l'ai dit, de choix politiques des gouvernements précédents de réduction des dépenses de santé, d'austérité. Et du numerus clausus, moins de médecins, moins d'infirmières. Bon, il faut un grand plan de formation de 3 à 4 000 médecins par an. Il faut former 100 000 infirmières et 200 000 ASH pour les hôpitaux et pour les maisons de retraite et les EHPAD. Donc, ensuite, sur l'aspiration à vivre bien, je crois qu'on est tous dans cette situation. On aspire tous à vivre de bonne manière, avec un bon salaire, un bon cadre, pour se cultiver, etc. Sauf que là, nous sommes contraints par ce qui a été produit ces dernières décennies à trouver des réponses d'urgence parce qu'il s'agit de la vie des gens, on va dire du prénatal jusqu'à la fin de vie. C'est quand même central dans la société. Et ça ne peut. Je comprends bien ce qui se dit, mais en même temps, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut prendre le taureau par les cornes. Le gouvernement ne le fait pas. On lui demande de remettre en question son projet de financement de la sécurité sociale qui ne prend pas en compte les besoins. Ce qu'il nous propose, c'est de gérer avec des moyens constants. Non, ce qu'il faut, c'est répondre aux besoins du territoire, aux besoins d'aujourd'hui, du XXIe siècle. C'est pas possible de laisser les gens. Alors, on met en place une régulation pour essayer de tenir les urgences vitales les plus importantes, de mettre en place avec une pénurie à la fois de médecins dans les hôpitaux, pénurie sur le territoire. Donc, comment on optimise les choses pour essayer de passer cette période transitoire le mieux possible. Bon. Mais je vois bien que ça ne se fait pas nationalement. Boris. Alors, on essaie, nous, on va se mobiliser, on va se mobiliser jusqu'au bout pour obtenir des résultats concrets et mettre l'hôpital sous protection de la population du territoire. Oui, j'avais une question à vous poser. Je veux d'abord dire que vous avez un très bel accent. Moi, si j'avais une otite, je suis sûr que rien qu'en vous écoutant, vous la soigneriez. Vous voyez, donc c'est un Marseillais qui donc voilà. Donc je veux vous remercier pour ça. Mais de manière plus sérieuse, j'avais une question à vous poser. En fait, j'ai lu cet après-midi que en France, on avait dans notre système hospitalier, notre système sanitaire, simplement 10% d'étrangers, c'est-à-dire le personnel étranger, c'est 10%. On voit que dans d'autres pays, comme en Irlande, par exemple, c'est 30, 35, 40. Bon, moi j'ai l'impression qu'on a freiné quand même beaucoup pendant des années avec le numerus clausus, le recrutement des médecins, ça c'est un vrai problème, et que désormais, vu que vous êtes en situation d'urgence, vous le dites avec le cœur, on l'entend, il faudrait peut-être faire appel à du personnel formé. Est-ce qu'on ne doit pas aller chercher, mais de manière très volontaire, des personnels ailleurs, dans des pays francophones, par exemple? Moi, personnellement, je pense qu'on a déjà pas mal vampirisé les pays alentours, liés justement à cette politique d'austérité, de restriction, parce que le numerus clausus, ils l'ont un peu monté ces dernières années, mais il y a 20 ans de ça, il était très bas. Mais il y a des médecins étrangers déjà, mais je crois que on ne peut pas appauvrir encore davantage les pays alentours alors qu'on les a déjà pas mal vampirisés. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse avec nos ressources. Nous avons des médecins
Peut-être il y a des médecins à la retraite qui peuvent être sollicités. Je suis désolé, mais on est dans une situation dangereuse pour la vie des gens. Il faut absolument immédiatement prendre des décisions et en même temps que l'État, le gouvernement, le président, ils mettent en place un plan d'urgence de suite. Alors il y a aussi la réserve sanitaire qui existe. Il y a aussi l'incitation, bon, c'est comme je l'ai dit, avec un plafonnement des installations dans des endroits surdotés. Vous avez des endroits sur les territoires qui sont surdotés, des endroits qui sont sous-dotés. Il faut aussi mettre en place un dispositif d'incitation pour qu'ils aillent sur des endroits sous-dotés. Voilà. Mais ça, c'est un décret qui doit être pris par le gouvernement. Mais Michel Serruti, avant de redonner la parole aux vraies voix, moi, quand on voit les villes dont on parle, Moissac, Marmande, Lannion, Ambert, Givors, Bastia, c'est des villes moyennes et il y a quand même un problème d'aménagement du territoire. Est-ce que quelque part, on n'a pas, avec notamment la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, sacrifié les petites villes au profit des grandes métropoles ? Ah oui, la loi NOTRe, c'est incontestable. Ça concentre tous les pouvoirs, ça concentre tout sur les métropoles, y compris nous en Marmande. On a créé, le docteur Fourcade avait créé un lactarium pour les maternelles. C'est le seul dans toute la région du Grand Sud. Le CHU est en train de le rapatrier à Bordeaux. C'est un scandale. Alors qu'il faut aujourd'hui, le Covid, la crise du Covid nous fait penser différemment. On a dit l'après-Covid, c'est-à-dire les gens veulent un nouveau cadre aussi, veulent sortir des concentrations, et on est en train de continuer comme avant. Effectivement, il faut qu'on sorte de cette logique-là pour un réaménagement du territoire. Et si dans une région comme la nôtre, où je vois les collectivités, les élus se battent pour l'attractivité du territoire, si on abîme cette pépite qui est la porte d'entrée d'un territoire à l'hôpital, tout le travail par ailleurs qui a été fait, tout l'argent qui a été dépensé, il est totalement inopérant. Donc il y a aussi cet aspect derrière, mais d'abord la condition humaine. Boris Faure. Et le Ségur de la santé, vous en attendez quelque chose ? Le Ségur de la santé, bon, il a permis à Marmande de proposer des investissements pour agrandir les locaux des urgences. Bon, c'est pas mal, sauf que il faut des humains dans les locaux. Bien sûr, il fallait des locaux plus importants, puisqu'on est passé de 10 000 à 25 000 passages par an. Donc il fallait des locaux plus grands, parce qu'il y avait c'était assez exigu. Ça, ok, mais sauf que ça ne résout pas. Mais c'est pas fait, c'est en cours, enfin, c'est en perspective, mais au niveau des humains, ça n'a pas changé. On n'a plus d'urgentistes en poste. Michel Serruti, on part au 0826 300 300, direction le Gard, c'est pas à côté de Marmande. Bonsoir Marc. Ah, c'est à moi, merci, bonsoir, merci de me donner la parole. Vous voulez parler des déserts médicaux ? Je parle des déserts médicaux, mais même du métier de médecin. D'abord, nos études sont extrêmement difficiles. Deuxièmement, il ne faut pas croire qu'on est, en étant externe ou interne en médecine, on est juste des gens derrière un bureau. Pas du tout. Nous intervenons dans les hôpitaux, nous faisons des points, des sutures, nous faisons un tas de choses que les médecins, donc enseignants, nous ont appris et que nous faisons. Donc nous avons déjà un rôle. Et comme vous avez signalé, un interne gagnant 400 €, excusez-moi, mais ça lui donne vraiment envie d'aller vraiment s'investir. Sachez qu'en plus, quand on étudie dans un endroit, on est proche de sa famille parce qu'on ne nous paye pas pour faire ses études. Et par conséquent, on a peut-être des amis qu'on a rencontrés à la faculté. Eh bien, quand est-ce que vous voyez votre fiancé, vous ? Jamais. Deuxièmement, quand on est dans un désert médical, c'est bien beau de parler des déserts médicaux. Les déserts médicaux, ce sont des déserts tout court. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas de train. On n'a plus de train. Villefranche-Roy, il n'y a plus de train de nuit. Ah ben c'est bon, vous montez à Paris par vos propres moyens. Il n'y a pas d'autoroute. Vous avez la poste qui est partie. Alors, excusez-moi, ça donne vraiment envie encore plus. Hein. Et alors, vos enfants, si vous en avez, vous les mettez à l'école. Ben non, quand il fait froid l'hiver, on met devant la route et on attend que le bus, qui vient 2 fois par jour, allez le chercher. Marc, je vous pose une question très courte. J'ai encore un élément à donner. C'est qu'on va chercher les médecins à la retraite. Les Français ne veulent pas la retraite au-delà de 64 ans, c'est dans une de vos émissions. Mais par contre, nous, notre retraite est à 67 ans. Et moi, ma cousine, qui a été ramenée pendant le coronavirus, eh bien, figurez-vous qu'elle a eu un ressaut d'impôts, elle a payé l'URSSAF et l'ARCAN sans gagner un point. Alors, où est l'avantage ? Nous ne sommes pas suffisants, mais c'est pas notre faute. Ce sont nos hommes politiques qui ont décidé ça. C'est l'État qui a décidé ça. On était 50 millions. Nous avions, moi, dans ma promotion, nous étions 14
11% à réussir. J'ai eu du premier coup, je suis lauréat. Figurez-vous que nous étions 1800, on est revenu 247. Mais vous croyez que c'est facile? Quand les gens me disent, mais moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans et demi, mais moi monsieur j'ai travaillé à l'âge de 6 ans, parce que pour arriver, si on croit qu'à 16 ans et demi, en allant à l'école, on arrive à bord Polytechnique, ça me fait rire. Vous étiez que moi, la médecine, depuis tout petit, je rêve de faire ce métier. Et depuis tout petit, j'ai travaillé comme un tyran. Et bien je peux vous assurer que j'ai bossé et que ma retraite à 67 ans, et bien c'est pas de l'amusement, parce que tous les jours on me pose des questions, même quand je suis en vacances. Et là, je pars au SAMU ce soir, monsieur. Voyez-vous, jusqu'à minuit, on se pose la question si demain matin je suis en forme. Et dans notre aire médicale, monsieur, on va m'appeler en pleine nuit pour voir la dame qui a oublié de prendre ses médicaments. Mais ça va me rapporter quoi, monsieur? Ah ben vrai témoignage d'un médecin. Alors on vous souhaite beaucoup de courage pour cette nuit au SAMU. Merci Marc Dugard, merci Michel Cerruti du collectif Hôpital Urgence. Verdict sur Twitter, menace des fermetures des urgences des petits hôpitaux. Est-ce la conséquence du manque de médecins? Vous êtes 71,4% à dire oui. On retrouve tout de suite Alexandre Priam pour des arnaques aux usurpations d'identité. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.